C'est bon, là, vous avez accès à l'écran, non? Vous devez avoir accès à l'écran, là, non? Ça doit marcher? Impec, merci. Alors, ok. Alors, donc on va donc revenir sur la notion de transfert thermique. Hier, je vous ai mis la vidéo. Je referai pareil là aujourd'hui. Ce que je cherche à vous montrer, c'est notamment, je vais rapidement revenir sur les notions et puis voir le sujet que je vous proposais, qui est un sujet, me semble-t-il, qui est le plus classique dans ce genre de questions, c'est-à-dire pour comprendre la notion de transfert thermique. Alors, la notion de transfert thermique, d'abord, pour comprendre, si je me suis trompé. Il faut que vous ayez en tête les différentes notions, j'allais dire, qui sont demandées, c'est-à-dire la notion d'abord principalement de résistance thermique et de conductivité thermique, que je vais revoir là. Donc, la notion d'abord de résistance thermique, je commencerai par la fin, pour que vous compreniez le but final, si vous ne l'avez pas vu. La notion de résistance thermique, c'est pour comprendre qu'un matériau va s'opposer à un déplacement de chaleur et donc éviter donc, de laisser passer l'échange de chaleur. Je pense que ça, vous l'avez tous compris. Alors, comment peut-on le retrouver? On le retrouve d'abord sous cette relation. C'est ce que j'expliquais hier dans la vidéo sur le lien entre les différents paramètres. Plus le matériau est épais, plus le matériau va être résistant, plus sa surface est grande, moins il va être résistant. Me semble-t-il que c'est évident. Je prendrai le cas, par exemple, dans un frigo. On ne met pas de fenêtre dans un frigo. Bon, premièrement, peut-être parce qu'il n'y en a pas l'intérêt, mais également parce que si on augmente la surface de vitrage, on va perdre donc l'isolant. Et donc, forcément, même si on voulait voir, par exemple, à l'intérieur, si ça se congelait bien ou autre, ou je ne sais pas, peu importe, ça n'a aucun intérêt puisqu'on perdrait donc de la résistance. Et plus la surface va être grande dans une maison, plus les baies vitrées, les fenêtres sont grandes, plus la résistance est petite, et donc forcément, plus il va falloir apporter des calories à l'intérieur de la maison pour pouvoir la maintenir à température. Également, l'autre paramètre inverse du premier, la conductivité thermique, précisée au-dessus. La conductivité thermique est un terme qui permet de comprendre comment un matériau laisse passer la chaleur. Associé à ça, la notion de flux, je pense que c'est lui le plus difficile à comprendre. Alors, premièrement, parce qu'il est associé à des relations que j'ai spécifiées ici sous deux formes. Alors, voyons la première, la plus évidente. Le flux, c'est le fait qu'une énergie passe par unité de temps. Un flux est une puissance. Et comme je vous l'ai déjà dit dans l'année, une puissance, c'est la vitesse à laquelle une énergie se déplace. Autrement dit, plus l'énergie va se déplacer en peu de temps pour aller d'un point à un autre d'un matériau, plus le matériau va être considéré comme puissant, c'est-à-dire va permettre un flux de matière important. C'est important que cette notion de flux, vous l'entendiez, parce que ça permet de comprendre le flux, ce que veut dire cette vitesse, la quantité d'informations qui passe quand on parle d'un flux, c'est de ce dont on parle, hein, une quantité d'informations. Également, ce flux peut être assimilé à cette relation, et on se doute bien, plus la résistance est grande, plus le flux va être petit. C'est évident. Plus la différence de température est importante, plus le flux va être grand. Étonnez-vous. Prenons le cas, par exemple, d'une maison en plein hiver. La quantité de chaleur à l'intérieur de la maison va avoir plus de facilité à traverser la paroi si de l'autre côté, c'est froid. Je vous rappelle que naturellement, la nature est faite pour être stable, donc va chercher l'équilibre entre les deux faces de la paroi. Et si une face est à une température bien différente d'une autre, il y aura il aura beaucoup plus de facilité pour que le flux soit important pour traverser la paroi. Semble-t-il que c'est évident. Et si par contre les deux températures sont à peu près identiques de chacune des deux côtés, à ce moment-là, il y a de fortes chances que les mouvements de chaleur restent confinés d'un côté et ne traversent pas la paroi. C'est ce que vous trouverez chez vous l'hiver ou si l'été, excusez-moi,
au printemps, peut-être ce serait plus juste. Si il fait chez vous une vingtaine de degrés et que dehors il fait également pareil, à ce moment-là, ben, il y a de fortes chances que le peu de chaleur que vous créez chez vous reste chez vous sous forme de convection, c'est-à-dire de déplacement, plutôt que de traverser la paroi. Un jour comme aujourd'hui, où il ne fait pas très beau, il doit faire 20 chez vous, à l'extérieur, il doit faire peut-être 14-15. Forcément, toute la chaleur que vous allez créer dans la chambre où vous êtes ou la pièce où vous êtes ne va pas quitter votre chambre puisque forcément, il y a peu de possibilités de transfert, il n'y a pas de besoin pour avoir à traverser. Le flux va être petit vers l'extérieur. Associé à ce dernier terme, donc l'énergie interne que l'on va voir dans le sujet, notamment par l'intermédiaire de cette relation qui est la plus classique que vous avez dû voir en première. Alors, est-ce que, en termes de questions, vous avez des questions sur les différentes les notions que je viens d'aborder? S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne donc avec le sujet dont je vous parlais. Et je vois avec vous, je vais faire le sujet d'abord celui-ci, me semble-t-il, c'est le plus classique. Alors, comme je vous le montrais et je me servirai des corrections juste pour éventuellement les valeurs si besoin, c'est vraiment le principe qui m'intéresse. Ici, dans ce sujet, on me parle vraiment de transfert d'énergie pure, hein. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Ben, ce qu'il fallait comprendre, c'est d'abord comment faire cette notion d'isolation. Dans quel sens s'effectuera le transfert thermique dans une maison? Que ce soit dans une maison, dans une enceinte, dans un calorimètre, comme nous voyons hier, ou ailleurs, le transfert de chaleur va toujours de la source chaude vers la source froide, hein. Très souvent, on se trompe en disant que le froid rentre dans une maison si on laisse une fenêtre ouverte. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le froid qui rentre, c'est la chaleur qui sort de la maison qui fait que donc, forcément, nous, on a une perte d'énergie autour de nous puisque notre chaleur s'en va vers l'extérieur, elle n'est pas retenue. Donc, c'est ce qu'il fallait voir, hein, du chaud vers le froid. Donner l'expression puis calculer le flux thermique au travers du sol du grenier. Alors ici, comment faire pour savoir quelle est la bonne relation? Première relation à proposer, celle du cours, c'est-à-dire celle-ci, me semble-t-il que c'est la première qui me viendra à l'esprit, hein, celle-là. Le flux égale Q sur delta T. Et quand on regarde le sujet, on voit bien qu'au-dessus, il n'y a pas de notion d'énergie et qu'il n'y a que des surfaces de différences de température et une résistance. Donc la bonne relation, elle est évidemment celle du bas, c'est celle que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que le flux est égal à la différence de température divisée par la résistance thermique. On n'a pas à savoir faire les démonstrations. Dans votre bouquin, il propose des démonstrations. Je vous encourage à les regarder si vous voulez, pour ceux qui veulent faire un peu plus de maths associées à la physique. Je parle de ceux qui veulent faire peut-être l'an prochain des études en prépa ou autre, avec donc beaucoup plus de maths dans la physique. Donner l'expression puis calculer, ici il y a tout ce qu'il faut. La résistance, elle est donnée en Kelvin par watt, donc on a exactement tout ce qu'il faut. Et là, on est en degrés Celsius. Alors, on pourrait se dire que le fait d'être en degrés Celsius, c'est un problème. Absolument pas, ce n'est pas un problème, puisque si je prends la différence proposée dans le sujet, vous voyez ici, ils ne se sont pas tracassés d'utiliser des Kelvin pour faire donc la différence de température, parce que lorsqu'on soustrait deux températures en degrés Celsius, c'est la même chose que si on faisait une soustraction en degrés Kelvin, puisque je vous rappelle que les degrés Kelvin, c'est la notion donc, de degrés Kelvin. J'arrive pas à avoir accès à mon écran, excusez-moi. Voilà. Si je prends donc les températures en degrés Kelvin, le 0 degré Celsius est égal à moins 273, excusez-moi, je me suis trompé de sens, 273 Kelvin. Donc, si c'est le cas, il faut se dire que la température donc, en degrés Celsius, elle est égale à la température en Kelvin. Voilà, j'ai du mal avec mon clavier, excusez-moi. La température en Celsius, donc elle est égale à la température en Kelvin moins 273. Alors, 973,15 normalement, hein. Donc, vous voyez que chaque fois que je vais soustraire deux températures en degrés, je vais également soustraire deux températures en Kelvin. Et un coup, je soustrais moins 273 et l'autre fois, je vais soustraire moins 273 à nouveau. Autrement dit, je vais ajouter 273.
Donc, ça revient exactement au même. Soustraire de température en degrés Celsius revient au même que de soustraire de température en Kelvin. Si des fois ce n'était pas clair ce que je disais, n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Ensuite, hop, je suis pas au bon endroit. Me demande ensuite, voilà, il consulte des différentes documentations et puis il voit le terme conductivité thermique apparaître et ils nous disent facilement une définition plus ou moins, plus la conductivité est grande, plus il conduit facilement la chaleur, entendons, plus le flux thermique est important au travers de la paroi. Quel est le matériau que l'on va choisir? Eh bien, on va choisir un matériau qui ne conduit pas. Donc, s'il ne conduit pas, il doit avoir une petite conductivité. Et je vois bien que la plus petite des conductivités ici qui est proposée, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle le polystyrène extrudé. Le polystyrène extrudé, c'est un matériau blanc que vous connaissez, j'en suis persuadé, que vous trouverez, j'allais dire, n'importe où. Donc, voilà, si je cherche du polystyrène pour une maison, c'est du matériau, vous savez, c'est des petites billes blanches qui sont qu'on voit ici, mais encore, c'est pas vraiment le bon choix. Ce sont des matériaux blancs qu'on trouve dans vos maisons, j'en suis convaincu. En isolation, vous voyez, on en trouve sous différentes formes. C'est souvent utilisé de façon compensée lorsqu'on le met en plancher, c'est-à-dire pour permettre d'éviter le plus de pertes thermiques dans le plancher et dans les cloisons. On se retrouvera donc avec un polystyrène, vous voyez, qu'on mettra contre la cloison et qui sera dur et tout blanc en fait. Là ici, dans voilà, c'est celui-là le plus classique que l'on peut voir. C'est un matériau qui est très dense avec des billes en fait. L'intérêt du polystyrène, c'est pas tant le polystyrène lui-même, c'est que toutes les billes que vous voyez à l'intérieur de ce matériau renferment de l'air. Et s'il enferme de l'air, ben, l'air est un super isolant. Vous n'avez qu'à prendre le cas. À votre avis, il met de la colle, la personne met de la colle pour coller le matériau. On se dit c'est tout à fait normal, mais en fait, c'est pas tout à fait ça qui est intéressant. C'est que lorsqu'il va mettre donc le matériau, il va surtout laisser une couche d'air entre le mur et l'isolant. Et en fait, on va renforcer l'isolation avec un matériau gratuit, l'air. Là, ici, dans le doublage en polystyrène, on se retrouve donc avec exactement le même principe, c'est-à-dire que dans la petite bille, il y a de l'air. Et l'air, c'est gratuit. Donc, c'est pour ça que le polystyrène extrudé, c'est-à-dire un polystyrène qui contient de l'air, est un polystyrène qui est meilleur isolant que les autres possibilités. La laine de roche, également, c'est un matériau, excusez-moi de faire des matériaux, on se croirait ici à Casto, mais c'est pas grave. C'est pour que vous compreniez le principe, ce sont des feuilles qui sont superposées les unes aux autres. Je n'ai pas de matériau ici qui me semble valable. En fait, oui, on ne le voit pas bien, mais c'est ça, voilà, c'est ça si vous voulez. C'est des sortes de couches d'isolants. Vous avez dû en voir chez vous si vos parents ont bricole ou si vous avez vu la maison se faire ou autre. On enferme des différentes couches qui sont mises très fines les unes sur les autres, qui vont emprisonner chaque fois un peu d'air. Et chaque feuille emprisonnant de l'air va isoler encore mieux le matériau. Donc, c'est forcément lui qui a la plus petite conductivité qui va m'intéresser pour pouvoir isoler au mieux la maison. La suite, la résistance thermique qui est proposée est égale à la somme des résistances thermiques. Ben oui, je vous le marquais dans le cours. Ben je l'ai paumé, ici, il est là. Plus il y a de matériaux, plus on va isoler, hein, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Si je mets une feuille de laine de roche, de l'air, une feuille de laine de roche, du polystyrène, etc., je vais augmenter la résistance de mon matériau. Donc, c'est ce qu'ils disent dans le sujet. Calculer la résistance thermique de l'isolant choisi précédemment par Frédéric à la question précédente, la question 23. Donc, il veut une résistance de cette valeur-là, d'accord? Donc, il a une résistance de cette valeur-là, mais il faut se dire que naturellement, le sol du grenier a également une résistance. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que pour savoir quelle est la résistance que doit apporter le polystyrène extrudé, il faut forcément soustraire la résistance du sol avec la résistance qu'il cherche à obtenir. Donc, on voit naturellement la différence entre les deux va être forcément apportée par l'isolant. Quand on regarde les deux résultats, on fait bien une soustraction entre les deux matériaux et on obtient un chiffre ici, donc peu importe lequel, 5,6 10-2 étant la correction à atteindre.
Frédéric, il a lu, c'était, désolé, mais c'est vrai que les premiers sujets qu'il y avait dans notre terminal S, c'était des sujets un peu bidons où il parlait de la vie de quelqu'un, il faisait du vélo, puis après il allait isoler sa maison, puis il se blessait, puis machin. Donc là, ici, donc, il nous parle de sa vie et on nous dit, voilà, à partir des informations ci-dessous, donne l'expression de la résistance thermique d'une paroi plane et surtout, vérifier l'homogénéité de cette expression. Alors, là, ce que nous on a vu, c'est ça, et l'homogénéité, c'est comprendre le lien entre les différentes unités. Donc, on voit ici qu'on a une épaisseur en mètres et on divise ceci par des watts par mètre par Kelvin à mètre carré. Donc, si je faisais donc, le calcul, on va le faire ensemble. Alors, quand je dis calcul, excusez-moi, c'est que je vais prendre donc, juste le tableur pour me servir des fractions, ce sera plus simple. Donc, le premier ici, c'est une épaisseur en mètres. Donc, je vais avoir des mètres divisé par quoi? Par des watts, me dit-on. Des watts par mètre. Donc, si je fais des watts par mètre et qui sont eux-mêmes, ensuite, je vais avoir des watts par Kelvin. Oublions les Kelvin juste pour que vous voyez ce que je vais faire. Si c'est je divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, plutôt que de mettre des par mètre, je vais multiplier au-dessus des mètres. Puisque watt divisé par mètre revient à multiplier par mètre. Me reste-t-il des Kelvin? Là, par contre, je divise de nouveau par des Kelvin. Si je divise ma fraction ici par des Kelvin, ça revient également à multiplier là aussi par Kelvin. Donc, je me retrouve avec ce genre de, au début, entre E et lambda, ça me donne donc des mètres carrés fois des Kelvin divisé par des watts. Ensuite, il faut diviser ici encore par des mètres carrés. Et les mètres carrés, pour les trouver, ben, je les ai ici. Je divise par des mètres carrés. Donc, ça revient à faire ce calcul-là. Donc, je vois bien ici que, si je résume, j'ai des mètres carrés fois Kelvin divisé par des watts fois des mètres carrés. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il ne reste que des Kelvin divisé par des watts. C'est bien ce qu'on a écrit à côté, puisque c'est des Kelvin par watt. On a bien une équation ici qui est homogène et qui a une bonne analyse dimensionnelle. Est-ce que je ne suis pas allé trop vite? Continuons. Donc, dans le sujet, dans le reste du sujet, on me demande quelle est l'épaisseur minimale que doit posséder le panneau de matériaux choisi par Frédéric. Ben, on a vu ici à cette question quelle était la valeur de la résistance. On vient de voir à cette question quelle est la formule à utiliser. Le reste me semble évident à proposer, c'est-à-dire comment trouver une épaisseur. Il suffit d'inverser la formule qui est utilisée ici, R, E et lambda S. Connaissant la résistance proposée, on me demande, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande, je suis allé trop vite, on me demande l'épaisseur, je crois. Quelle épaisseur doit-on faire? Ben donc, pour trouver l'épaisseur, j'ai la conductivité du matériau, qu'on appelle ça, du polystyrène extrudé, qui est donné dans le tableau. Je connais la résistance qu'on a trouvée juste avant, c'est-à-dire celle-ci, obtenue par la soustraction de la totalité, et j'en déduis donc naturellement l'épaisseur du matériau qui reste. Le calcul, forcément, est proposé. On me dit ici 0,15 mètres. Donc, 15 cm, c'est une épaisseur minimum pour un isolant utilisé en plafond. De nos jours, sachez que les valeurs utilisées sont proches plutôt du double d'isolant. On demande d'isoler les maisons avec de la laine de roche et environ 30 cm d'épaisseur de laine de roche au-dessus du plafond de votre maison. Voilà les normes actuelles. Monsieur, Oui, quand excusez-moi. quand vous avez du coup fait la question pour l'homogénéité, c'est ce que vous avez fait sur Excel? C'est ça. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Donc, ensuite, le principe du chauffe-eau, et je dirais exactement
C'est vraiment là que l'on va découvrir le mieux la notion donc, des différents modes de conduction qu'il peut y avoir dans les systèmes de chauffage de nos jours, hein. Alors, c'est un peu marqué au-dessous, mais je vais vous le faire de façon verbale pour que vous compreniez le principe d'un système. Il va y avoir donc, à comprendre d'abord la notion donc de, échange de chaleur avec l'extérieur. Un système donc, actuel, c'est-à-dire renouvellement durable, excusez-moi, va utiliser le plus les énergies naturelles, notamment l'énergie du soleil. On a donc, au-dessus du plafond, un capteur solaire. Alors le capteur solaire peut être fait d'un tuyau d'eau qui rentre dans la maison et qui vient chauffer un ensemble, ou ça peut être simplement une paroi, comme c'est fait maintenant la plupart du temps. Ça, c'est quand on fait du bricolage, hein, ce que je viens de dire avant. Mais maintenant, ce qui existe, ce sont des capteurs qui récupèrent un maximum d'énergie, qui la donnent à un fluide dit caloporteur, c'est-à-dire ce n'est pas de l'eau, c'est un fluide qui a la facilité de changer très facilement la chaleur qu'il reçoit, contrairement à l'eau, qui elle a beaucoup de mal à échanger sa chaleur. Je vous le disais, dans le TP, je vais le reprendre, excusez-moi, pour que vous voyez. Je veux juste vous montrer quelque chose. Si je ne pas cliquer au bon endroit. Dans les valeurs de conductivité thermique de l'eau, on se retrouve, c'était là, je ne l'avais pas vu. Les capacités thermiques des éléments. Vous voyez ici, les différents éléments ont des chiffres de capacité thermique, donc de facilité donc de contact, qui sont bien plus petits que ce que peut avoir l'eau. L'eau est à 4000 alors que les autres au-dessus étaient à moins 2000. Donc, c'est bien qu'il existe d'autres éléments qui ont des capacités thermiques, donc des facilités de contact bien plus petites. Euh, Forcément, ici, on parle au-dessus d'eau. L'eau, les molécules sont toutes très souples autour de l'une de l'autre. Elles peuvent se déplacer très facilement les unes à côté des autres, contrairement à un solide. Donc, un liquide, forcément, va conduire beaucoup moins facilement la chaleur que ce que peut le faire un matériau. Vous n'avez qu'à voir si vous vous asseyez sur un banc en fer l'été alors que vous êtes en short, vous savez le souvenir que vous en avez. Si vous allez rentrer dans une eau qui a été chauffée par le même soleil, on n'a pas ce contact ici de brûlure qui apparaît, c'est naturel. Parce que forcément, l'eau conduit beaucoup moins la chaleur qu'un matériau métallique. Une fois que donc le fluide caloporteur amène donc l'eau à l'intérieur de ce système donc de stockage, donc le fluide caloporteur, lui, son rôle va être de chauffer naturellement, sans apport par l'électricité, va chauffer naturellement de l'eau qui, elle, par contre, va pouvoir rentrer dans votre système de chauffage naturel. C'est-à-dire, par exemple, c'était ici certains peut-être en ont chez eux, je ne sais pas, on appelle ça des chauffe-eau thermodynamiques. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui. Ce sont des chauffe-eau solaires. Et l'eau, naturellement, qui rentre dans votre douche peut être chauffée par l'intermédiaire d'un échangeur. Et pourquoi échangeur? Puisque ce n'est pas le fluide qui circule dans les tuyaux qui compte, c'est le fait que l'eau chaude dans les fluides caloporteurs va perdre la chaleur, va la donner au liquide qui, naturellement, a en bas la partie la plus froide et au-dessus la partie la plus chaude. Et ensuite, l'eau du dessus du ballon est envoyé dans votre système d'eau chaude dit sanitaire, c'est-à-dire alimenter un évier ou une douche. Donc vraiment, c'est une histoire d'échange de chaleur. Ce n'est pas l'eau qui est présente à l'extérieur qui va chauffer. Si vous allez chez Decathlon, enfin quand on pourra, aller chez Decathlon, on voit bien que chez Decathlon, ils nous vendent des sacs que l'on peut utiliser pour se doucher en extérieur. Là, ce n'est pas pareil, hein. Le sac proposé par Decathlon, c'est un sac qui serait ici, d'accord? Et l'eau qu'il chaufferait dans votre ballon, dans votre sac, serait ensuite transmise à votre douche et ne ferait pas partie d'un système comme ça. C'est un capteur direct de chaleur. Donc là, ici, quels sont les modes de transfert thermique et comment on les voit apparaître à l'intérieur? Bien, ici, il y a le premier échange, c'est un rayonnement, hein. L'énergie proposée par le soleil, c'est un rayonnement d'infrarouge qui vient ici réchauffer donc, notre conducteur. Ici, par contact avec l'échangeur extérieur, on parlera donc de conduction, le fluide caloporteur récupère des calories. Et ensuite, l'eau qui était froide au départ dans le ballon devient chaude
par convection, c'est-à-dire qu'au contact, donc il y a ici de nouveau du contact, l'eau se met donc à se réchauffer et en se réchauffant, elle se déplace, c'est ce qu'on appellera la convection. Et quand l'eau se déplace, elle permet d'avoir une différence de température qui va être appréciable pour créer un mouvement naturel. C'est-à-dire ce que vous voyez quand vous faites chauffer l'eau des pâtes sur votre gazinière, vous allez pouvoir voir apparaître des bulles qui partent du fond, qui remontent, puisque le fait de chauffer crée une différence de température dans la casserole, et cette différence de température va permettre à l'eau de monter de la casserole. Alors, le fluide caloporteur s'échauffe lorsqu'il passe dans le capteur. Comment varie son énergie interne? Alors, là ici, je me sers du polycope de cours que je vous ai donné, et la notion d'énergie interne, elle est proposée ici. Je vois que l'énergie interne ne va augmenter que parce qu'il y a une différence de température. Alors, comment ça se fait? Il y a un apport de chaleur, comme on vient de le dire, dû au soleil. Cet apport de chaleur, donc par rayonnement, va augmenter l'énergie que possède le système. Mais également, il va y avoir un travail, le travail du fluide à l'intérieur. Les molécules du fluide, quels qu'ils soient, vont se mettre à se déplacer. Si elles se déplacent, elles frottent les unes sur les autres, comme je vous l'ai montré hier. Et en frottant sur les unes et sur les autres, il y a une énergie cinétique qui est importante. Et également, le fait que deux molécules soient à côté l'une de l'autre, il y a une énergie potentielle entre les deux. Je parlerai par exemple des forces dites de Van der Waals, qui seraient donc des forces qui existent naturellement entre les différentes molécules pour les tenir liées les unes aux autres. Vous vous doutez bien que les forces dont je viens de parler, dans la situation du capteur solaire, l'énergie potentielle, force de Van der Waals, où les frottements des molécules les unes sur les autres sont très petites. Il y a un travail, on ne va pas se mentir, il existe, mais ce travail est très petit. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie que le capteur a récupérée par le rayonnement permis par le soleil. Et ça donc induit une différence de température que l'on voit bien dans le dessin, je vais rester là, dans le dessin du système où on voit les couleurs, vous voyez, entre les deux. Là, il y a une couleur orangée pour montrer que c'est chaud, mais bon, pas plus. Mais à la fin, c'est bien rouge. Ça veut bien dire qu'il y a eu une différence de température entre l'entrée et la sortie des deux. Donc, il y a bien augmentation de l'énergie interne. Excusez-moi, peut-être j'en dis trop, je ne sais pas. S'il y a besoin, vous n'hésitez pas à vous m'interpeller. Un bilan thermique. Alors, je revois d'abord les données, juste pour qu'on essaie de se mettre en tête les choses. Alors, celui dont on parlait hier, E égale PT, hein, et je pense qu'il faut que vous le reteniez comme ça. E égale PT, hein, le verbal, vous avez compris de suite. L'énergie est égale au produit de la puissance fois le temps, il faut le retenir, parce que la puissance, c'est de l'énergie divisée par delta T, donc c'est bien la vitesse à laquelle l'énergie se déplace pendant un certain temps. Les données qu'on me propose, masse volumique de l'eau, capacité thermique de l'eau. Si on me propose la capacité thermique de l'eau, c'est que forcément, je vais avoir à utiliser la relation qu'on vient de dire, qui utilise, donc qui lie énergie à différence de température. Ensuite, on me propose de parler de la célérité dans le vide. Et pourquoi? Parce que très certainement, on va me faire utiliser les relations qui peuvent relier la longueur d'onde et les fréquences. Il y a de fortes chances. À quel type d'ondes les micro-ondes appartiennent-elles? Alors, les micro-ondes sont des ondes radio. Et si, d'ailleurs, on va le faire, on va le regarder. Si ce sont des ondes donc voilà qu'on va retrouver ici. Les micro-ondes sont bien les ondes que vous connaissez qui apparaissent donc dans votre four à micro-ondes chez vous. Les micro-ondes, ce sont donc des ondes qui ont une longueur d'onde qui est plus petite, voyez, que les infrarouges.
Donc, nous, visible, on est situé ici, et ce que l'on voit, et plus la longueur d'onde est petite, est grande, excusez-moi, plus la longueur d'onde est grande, plus on va se déplacer ici vers la gauche, et les infrarouges donc ont une longueur d'onde qui est bien plus grande que le visible et les ultraviolets. Donc voilà ici le domaine donc, dans lequel se trouvent les micro-ondes. On dira tout simplement que les micro-ondes, ce sont des ondes électromagnétiques. D'accord? Je profite là du document, parce que hier ça buguait. Euh, Plus la longueur d'onde est petite, moins c'est grave, moins il y a de danger, moins l'énergie transportée est importante, c'est ce qu'il faut comprendre. Plus la longueur d'onde est petite, plus à ce moment-là, on se retrouve avec une fréquence qui est grande et on se retrouve donc avec euh, comment on appelle ça, des dangers à l'énergie transportée par les différents rayonnements. Là, ici, en l'occurrence, on parlera de radioactivité qui ne font pas partie du programme de Terminal S, qui est très peu vu à part des gens qui, en supérieur, sauf ceux qui vont travailler. Ça ne fait pas partie de cours, j'allais dire, de première année. Donc, je ne parlerai pas de radioactivité. Quelle est la longueur d'onde des micro-ondes du four? Alors, ici, on me donne cette information-là, 2,45 10 puissance 9 fois par seconde. C'est le nombre d'oscillations qu'il y a par seconde. Donc, l'unité fois par seconde peut être transformée par Hertz. Et ici, on est à 2,45 10 puissance 9 Hertz, c'est-à-dire gigahertz. Donc, la longueur d'onde du micro-ondes du four, c'est 2,45 10 puissance 9 Hertz. C'est d'ailleurs la même fréquence que les ondes Wi-Fi de votre chez vous. Ce qui fait d'ailleurs, hein, je le dis, je le précise chaque fois que je peux le voir, il faut éviter de mettre sa box dans sa maison, à côté dans sa cuisine, à côté de la box, à côté du four micro-ondes, parce que les deux ayant deux fréquences donc à peu près identiques, les deux se gênent l'une à l'autre et donc forcément ça peut poser problème pour les transmissions dans la maison. Donc surtout éviter. Déterminer la longueur d'onde des micro-ondes. Longueur d'onde, comment la connaître? Je connais la fréquence, on me donne la valeur de la vitesse de la lumière, on me la rappelle. Alors, normalement, j'aurais dû la connaître, hein, je dois la connaître. Mais lorsqu'elle est spécifiée, c'est ici pour qu'on voit le nombre de chiffres significatifs. Vous voyez, ici, il y en a 3. Là, ici, il y en a 3. Donc, il faut forcément que dans notre résultat, il y en ait également 3. Il va falloir simplement diviser la célérité par la fréquence, et ce qui se matérialise dans la correction par euh, cette relation. Delta égale C sur F, le calcul, 12 cm. Ce qui fait que donc, ça veut dire que la longueur d'onde donc, du Wi-Fi, c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette longueur d'onde, elle est environ égale à 10 cm. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si dans votre maison, vous avez des parois qui sont construites en préfabriqué, j'allais dire, avec des matériaux métalliques qui ont une maille métallique de 10 cm, c'est-à-dire que le quadrillage du fer fait à peu près 10 cm, vous avez dû vous rendre compte dans votre maison que le Wi-Fi passe très mal dans les pièces, dans les différentes pièces, tout simplement parce que s'il y a des murs comme ça, comment dire, un béton préétabli au départ, c'est-à-dire fabriqué pas sur place par le maçon, mais ce sont des parois entières qui viennent sur votre maison. À ce moment-là, le grillage donc, du trait métallique va empêcher la transmission des ondes, puisqu'en fait, par diffraction, les ondes vont être diffractées, puisqu'elles vont avoir la longueur d'onde de l'onde est à peu près du même dimensionnement que le matériau qui va la traverser. Donc ça, c'est important que vous le compreniez parce que il y a forcément cette distance là ici des ondes, c'est de revenir sur le phénomène de diffraction. Je vous rappelle que le phénomène de diffraction est d'autant plus grand que l'on se rapproche, que la dimension de l'obstacle est à peu près du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, ce qui est le cas si c'est dans votre maison. Si votre maison est en bois, par exemple, vous n'aurez pas de problème de transmission Wi-Fi. Si votre maison est faite avec du placo, il n'y aura pas trop de problèmes. Et encore il peut y avoir quelques soucis puisque ce sont des parois métalliques. Mais si votre maison est faite avec des murs préformés, qui sont faits avec du treillis métallique, à ce moment-là, ça peut être un problème.
Notre fameux Frédéric chauffe donc un volume d'eau dans sa tasse. Il souhaite que la température de l'eau passe de 10 à 90. Il veut la chauffer. Calculer la variation d'énergie interne. Mais quand on regarde ce qu'on nous dit, on me parle de volume. Je vois que la dernière notion que je n'ai pas vue, c'est la masse volumique. Et lorsqu'il y a donc le volume associé à la masse volumique, je vais pouvoir en déduire une masse. Donc, le produit des deux va forcément, en changeant l'unité bien sûr de volume, va me permettre d'obtenir la masse. Une fois que j'ai la masse, on me parle bien de variation de température. J'ai également C. Et dans le cours, nous avons vu qu'il me faut avoir une masse, il me faut avoir ce fameux C et il me faut la différence de température. Donc, j'ai toutes les informations pour pouvoir observer. Excusez-moi, peut-être que ça ne passait pas. Je n'ai pas été déconnecté par mon téléphone, là, peut-être. Bon, je ne sais pas, excusez-moi. Là, je crois que ça s'est revenu, donc tant mieux. Il va falloir juste donc que je multiplie masse volumique avec 0,250 pour passer des millilitres à litres. Une fois que c'est fait, je multiplie par ce terme-là, 4180, et après la différence de température, sans se soucier une fois de plus de Kelvin ou degré, puisque je vais soustraire deux températures. Je le répète, ça n'a pas d'incidence. Et lorsqu'on regarde le résultat, on voit bien ici qu'on a bien la masse attribuée par la masse volumique fois le volume, fois la capacité, ce qui n'a pas changé d'unité, et ensuite fois la différence de température entre les deux valeurs proposées. Et on parle bien ici de différence de variation d'énergie, puisque je suis parti avec une température de 10 degrés, je finis avec une température différente, il y a bien eu un gain d'énergie pour l'eau, et donc une perte d'énergie pour le système chauffant. Alors, delta U, ici, vous remarquez la formule qu'ils ont proposée, pas tout à fait la même que celle que je donne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis de travaux, mais je le répète et je le redis, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique que l'on peut avoir au niveau microscopique sont deux valeurs qui sont très petites. Donc, le travail, à part si on me stipule le déplacement, si on me parle de ce système-là, il n'y a pas de variation d'énergie cinétique ou très peu, c'est négligeable. Je vous l'expliquais hier dans la vidéo du TP. Je vous encourage à les regarder. Donc, je répondrai aux questions si besoin. Ensuite, on suppose que le four à micro-ondes est bien isolé. Le four est réglé sur la position de 900 watts. Donc, comment ça marche? Ici, je vois qu'on me parle d'une énergie, on me parle ici d'une puissance. Forcément, le lien qu'il peut y avoir entre les deux, c'est ce qui est marqué là, qui ne serait pas. Il faut que vous le sachiez. Ne comptez pas que ce soit écrit si vous aviez un exercice proposé. Le lien entre énergie et puissance, c'est le temps. Et donc, on en déduit facilement donc, le lien entre énergie et puissance. Donc là, ici, c'est ce qu'il fallait voir, donc de réutiliser l'énergie et la puissance pour connaître le temps. Donc, il lui faudrait au micro-ondes un peu plus d'une minute et demie pour arriver à faire chauffer son eau. Donc, 250 millilitres, c'est un verre d'eau, vous voyez. Alors, la question qu'on peut se poser, quand moi je mets un bol avec du lait, du café ou autre, il me faut pas, ça marche pas, ça bout pas. Donc, alors pourquoi ça ne se met pas à bouillir? Tout simplement, il n'y a pas assez d'énergie. Un verre d'eau, 250 millilitres, c'est un verre d'eau. Un bol, la grosse différence, ça va être déjà la paroi de votre bol, différente du verre d'un verre d'eau. Donc, c'est vraiment la grosse différence. Donc, le matériau va très certainement d'abord s'échauffer avant de faire chauffer l'eau à l'intérieur. Donc, c'est pour ça très souvent que vous trouvez votre bol quand vous prenez un micro-ondes qui est très chaud et à l'intérieur, le liquide n'est pas très chaud, donc ce n'est pas terrible. Deuxième chose, c'est qu'en fonction également des tasses que vous avez dû utiliser, je pense dans votre micro-ondes, vous avez dû vous en rendre compte, il y a des tasses qui, des fois, sont brûlantes et le liquide est froid, parce qu'en fait, tout simplement, à l'intérieur, le matériau donc, de la tasse a bloqué les ondes, a retenu les ondes et s'est échauffé grâce à ces ondes, parce qu'en fait, il y a très certainement des paillettes métalliques à l'intérieur, non pas dans le matériau du bol, mais dans la peinture utilisée. Il peut y avoir des peintures à base de paillettes métalliques, et comme vous le savez, les paillettes, le fer ne doit pas intervenir dans un four micro-ondes, puisque sinon, ça court-circuite l'onde, et donc ce court-circuit engendre un échauffement. Alors là, vu que ce ne sont que des paillettes, il n'y a pas d'éclair dans le four, mais ça empêche
les ondes, de traverser la paroi de la tasse, puis d'aller dans le liquide à l'intérieur de la tasse, ce qui fait que la tasse est chaude et le liquide est froid. Est-ce que vous avez des questions dans ce long monologue? Je m'en excuse, mais c'est les conditions qui en veulent. Est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, la suite de notre travail va résider en l'étude, je pense, ce serait bien. Il faut qu'on s'oblige à faire donc quelques sujets. Donc, pour moi, le sujet qui est pas mal, c'est l'autre sujet, c'est celui d'un sauna qui était proposé, je l'ai mis, je croyais l'avoir regardé, dans le cours. Donc, je vous l'ai mis, je vais le mettre dans le cours, ce sujet sur le sauna, parce que en fait, ah, le sujet est pas mal, parce qu'en fait, il présente toutes les caractéristiques classiques, il propose les formules, et il ne faut juste se comprendre que la notion d'échange de chaleur. Je vais vous proposer celui-ci. Une fois de plus, je vous demande avec bienveillance de jeter un œil. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Ah, excusez-moi, on a été coupé, je pense. Donc je reviens. Je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire. Me semble-t-il que... ah, vous m'entendez plus, peut-être. Ok, ça marche. Je ne voyais pas l'écran. En fait, je pensais que j'étais au bon endroit, mais excusez-moi. Allez, ça marche. Donc, le sujet, pas celui-là, le sujet sur le sauna, c'est un sujet qui est pas mal parce que, oui, c'est lui, parce que il reprend quelques notions. Je ne vous oblige pas de faire des sujets, hein, d'accord? Je tiens à le dire. Je vous demande simplement de faire en sorte euh, d'être le plus. Je veux être près de vos besoins et non pas vous obliger à travailler, hein, voilà, je le dis comme ça. Ça veut dire simplement que si vous sentez certains besoins de faire de la physique un peu plus sur des sujets et faire des sujets avant qu'on passe à la suite, me semble-t-il que c'est intéressant et je vous en propose. Je ne vous demande pas de les faire, hein, que ce soit bien d'accord. Je ne vous demande pas de... Je ne vous oblige pas à me les rendre. Après, ça m'intéresse de voir un peu si vous touchez au sujet, si vous y faites quelques trucs. Donc, envoyez vos travaux si vous voulez. Si vous pouvez également, des fois, ce n'est pas évident, on le fait manuscrit, puis on le fait sous forme de brouillon, on se dit scellé, tout ça. N'hésitez pas, ça ne me pose pas de problème. Vous faites quelques photos, je regarde. C'est vrai que ce n'est pas pratique, mais je regarderai. Et après, voilà, je ne cherche pas à vous fliquer. Voilà, que ce soit bien clair, ce n'est pas du flicage que je cherche à faire. Ce que je cherche à faire, c'est uniquement arriver à comprendre si vous avez saisi ce qui peut être bien, quoi, hein, c'est-à-dire avoir compris les choses du moment. Cette leçon-là, elle est pas mal mathématique sur le transfert thermique. Je ne vais pas y passer 10 ans comme je viens de le faire parce que ça peut être inintéressant pour certains. Je pense que pour d'autres, ça peut être intéressant de travailler sur les notions parce que c'est mathématique. Je répète, l'an prochain, la notion de maths va évoluer, la notion de physique également. La physique va passer très calculatoire pour la plupart d'entre vous. Donc, ceux qui font fac prépa, vous allez voir que la physique, c'est des maths. Tout ce que je viens de faire, il y a une partie de compréhension en physique, mais derrière ça, il y a beaucoup de maths et toutes les formules que vous avez là, ce sont des maths. Donc, l'an prochain, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est pour ça que faire quelques sujets vous permet de vous mettre en tête la manière avec laquelle il faut comprendre la physique pour que ces maths ne soient que des petits calculs aujourd'hui. Donc, je vais mettre donc sur le Padlet, je vais rajouter un sujet, le sauna donc, notamment, je vais mettre un autre.
vous faites, si vous voulez, vous m'envoyez, si vous voulez. Si vous voulez faire autre chose, si vous voulez faire plus difficile, si vous voulez avoir des précisions, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail. Et avec le mail, je vous enverrai, donc je répondrai à vos questions s'il y en a, et je vous enverrai du travail en plus sur cette notion-là, pour ceux qui veulent. Juste pour, quand je dis du travail, c'est celui qui est intéressé, qui a envie de faire un peu de physique parce qu'il a un peu de temps et qu'il a envie d'y consacrer du temps. Voilà, je le dis ouvertement. Lundi, je ne veux pas vous obliger à faire des cours et vous obliger à être présent, mais me semble-t-il que lundi, on pourrait se voir de nouveau et à ce moment-là, parler donc qu'on appelle ça, parler de une nouvelle leçon, la dualité onde-particule. Donc, c'est de la physique très théorique sur les effets quantiques qui sont à la mode. Donc, on aimait faire une approche sur les effets quantiques et faire cette approche donc lundi prochain. Donc, si ça vous va bien, lundi à 11 h, on peut se retrouver, ou à 10 h, peu m'importe, et on se retrouve pour évoquer la notion d'effet quantique. Est-ce que lundi, éventuellement à 11 h, ça peut vous convenir? Impec. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire comme ça. Je vous propose donc une sorte de menu, hein, et puis après, vous adaptez. Euh, je, je peux traiter, si vous voulez, un sujet donc de transfert thermique avant, et puis à 11 h à faire l'effet quantique ou ne faire que de l'effet quantique. Donc, ceux qui veulent faire des effets thermiques, vous m'enverrez un message pour me dire que vous voulez qu'on traite d'un sujet en particulier. On peut se retrouver sur le même format, Zoom, Discord, et puis faire en sorte de comprendre un sujet, ça peut être pas mal. Sinon, ben, on se retrouve à 11 h lundi et on parlera donc des dualités ondes-particules, donc d'effets quantiques. Je vais mettre sur le Padlet les documents que l'on utilisera pour que vous les ayez à disposition avant le cours, une fois de plus, juste pour que le support soit peut-être plus pratique. Est-ce que si vous n'avez pas de questions particulières, on va s'arrêter là. Et je vous retrouverai lundi à 11 h. Je vous ai dit les différentes modalités. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée. S'il y a des questions, envoyez-les par mail. Le Discord, je ne le laisse pas brancher, je vous avoue. J'y retournerai dans le week-end pour voir s'il y a des questions, mais sinon, je préfère les questions par mail parce que j'y suis tout le temps. Je vous souhaite une bonne journée et donc à lundi. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.